你们好. Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau format, celui des entretiens. En effet, dans cette série, nous allons interroger, questionner plusieurs pratiquants de la médecine traditionnelle chinoise et voir un petit peu à travers leur expérience, leurs récits, comment ils sont entrés dans cette pratique, ce qu'ils y trouvent et les conseils qu'ils peuvent donner aux apprenants. Pour ce tout premier témoignage, ce premier entretien, c'est aujourd'hui Marcel Coste, praticien de la médecine chinoise depuis presque 50 ans et directeur de l'école FLEC, qui forme en médecine traditionnelle chinoise, que nous avons interviewé. Cette interview est découpée en 3 parties. Dans cette première partie, Marcel va raconter son parcours. Né en 1951, il découvre la médecine chinoise après une maladie et il part étudier à Pékin dans les années 70. À une époque où il était bien difficile de savoir grand-chose sur la Chine actuelle. Il va apprendre directement auprès de médecins traditionnels, sans parler la langue, et en s'imprégnant par l'observation et la pratique. Nous vous souhaitons une bonne écoute et espérons que cela vous plaira. Bonjour Marcel. Bonjour, je m'appelle Marcel Coste. Je suis né en 1951. J'ai été très malade dans les années quand j'avais 14 ans. Et c'est ce qui m'a amené à changer de médecine. Enfin, on m'a conseillé de faire médecine chinoise il y a très longtemps. Et en 76, j'ai commencé à partir à Pékin. C'était rare la médecine chinoise et la Chine était loin à cette époque-là. Oui. Mais c'est parce que mon papa était à l'hôpital, travaillait à l'hôpital, et il y a eu un médecin, là, un copain, qui lui a dit « ton fils devrait aller à Pékin ». Donc, il avait un contact et je suis tombé à l'hôpital, à l'ancien hôpital qui était juste à côté de la cité interdite. Et donc, je suis parti là-bas et j'ai passé 3 mois. Après, j'ai passé 5 mois. L'année après, 9 mois. Et après, je suis allé, plus tard, en 93, je crois, je suis allé travailler à Shanghai. Jusqu'en 97 à Shanghai. C'était facile pour toi d'assimiler rapidement, de comprendre, d'intégrer, on va dire, la médecine chinoise dans ta façon de penser, tout ça, parce que c'est quand même très différent de la pensée occidentale. C'est vrai. Donc, en 76, je suis parti à Pékin. Il y avait pas d'occidentaux, quand j'étais à Pékin, là. En tout cas, à l'hôpital où j'étais, il y avait personne, il n'y avait que moi. Tout le monde regardait bizarrement parce que c'était un étranger. Oui. C'était un étranger. Et c'était compliqué. Et tout le monde parlait chinois. Et moi, je parle pas chinois. Mais j'ai vu un interprète après. Au bout d'un mois et demi, je crois, il fallait que je me débrouille tout seul. Regarder, écouter. Ça m'a beaucoup servi d'avoir personne. Parce que il fallait que je le ressente et que je le regarde. Voilà. Et donc, le professeur avec qui j'étais, qui s'appelait Rung Sing, un joli cœur, je comprends bien la traduction, il m'a beaucoup apprécié et on a travaillé ensemble. Donc lui, quand on allait dans la rue, il me demandait d'observer la rue. Voilà, il y avait que des vélos, quelques camions qui portaient du charbon. Mais il y avait beaucoup de vélos. D'ailleurs, ces vélos, je me rappelle, il n'y avait pas de code de la route. Ça passait de tous les côtés. C'était, même dans les sens interdits, ça passait. Il fallait que je regarde ça et que j'observe ça. Oui. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris en observant parce que c'est là où je voyais le chi de Pékin. Le chi de Pékin? Ouais. Je pense que c'était le chi général de partout. Mais comme j'étais qu'à Pékin, je voyais tous ces vélos qui allaient de partout. J'allais dans les Woutons. Et des petites ruelles qu'il y avait là. Je rentrais dans une ruelle et après encore des petites ruelles où il y avait plein de petites maisons et puis on passait tout juste avec un vélo. C'était pas non plus, c'est pas grave les boutons. Et au fond là-bas il y avait toujours une petite cour et autour de cette petite cour il devait y avoir 3, 4, 5, 6 appartements. Et là j'avais compris que ces appartements, il y avait de tout dedans. Il y avait le marchand de fruits, le marchand de tout ce que vous vouliez, il y avait le couturier, et j'avais compris, enfin, on m'a fait comprendre que c'était le cœur de tout Pékin, en tout cas. Parce que c'est de là que démarrait tout. Il m'expliquait que ça pouvait ressembler à l'estomac. Voilà. Parce que l'estomac, en médecine chinoise, comme tu fais avec la rate, fabrique un petit peu tout ce qui permet de faire fonctionner le corps et de lui donner de la puissance. C'est là où se crée un petit peu toute l'énergie. C'est grâce justement à la digestion, à l'alimentation qu'on fabrique de l'énergie acquise. Donc ça, c'était l'énergie acquise de Pékin. Et c'est vrai que de là, moi, tous les jours, puisque je passais en vélo et je me promenais, je voyais les gens qui partaient avec leur vélo et portaient des choses sur des camions qui étaient
qui étaient garés un peu plus sur les artères, parce que là, ça pouvait pas rentrer, bien sûr. Donc, ils chargeaient les camions, et ces camions allaient soit de l'autre côté de Pékin, soit dans les villages à côté, pour apporter aussi de la nourriture ou des forces comme ça. Et de l'extérieur, justement, de ces villages, les camions amenaient aussi du matériel pour manger, pour faire du charbon. Il y avait du charbon. Et là, j'ai eu les échanges comme ça qui me démontraient que dans le corps, c'était un peu pareil. Je trouve que c'est spécial. À l'époque, tu avais des enseignants, des médecins qui t'avaient appris comme ça la médecine chinoise. Parce que maintenant, c'est rare qu'en Chine, on enseigne la médecine chinoise comme ça. Oui, là, maintenant, non. Maintenant, si, quand on y va, moi, j'y vais depuis 76, tous les ans, en Chine. Et puis, je t'ai rencontré aussi en Chine, comme interprète, il y a 20 ans, peut-être. Tous les ans, à Pékin, tu étais et c'était extraordinaire. Tu as fait des progrès énormes. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'apprenais à l'époque et avec les professeurs avec lesquels j'étais, je ne retrouve pas l'équivalent aujourd'hui. C'est comme en médecine occidentale. À l'époque, il y avait des docteurs qui regardaient la langue, par exemple. Ils mettaient un bout de bois, enfin une spatule, là, ils regardaient comment était la langue, la couleur, enfin tout ça, ce qu'on retrouve bien sûr à Pékin. Maintenant, il n'y a pas un toubib qui fait ça. Maintenant, si on n'a pas d'analyse de sang, si on n'a pas d'analyse d'urine, si on n'a pas des analyses, si on n'a pas des scanners, on est gêné pour faire des diagnostics. C'est compliqué. Alors que, à l'époque, là-bas, il n'y avait pas ça non plus. Et ils n'ont pas non plus cette qualité qu'avaient avant les Chinois. Ils regardaient, ils palpaient, ils observaient, il y avait que ça, ils faisaient des diagnostics, et c'est vrai qu'ils étaient brillants, quoi. Ils étaient forts. Le pouls, par exemple, on prend systématiquement le pouls aujourd'hui dans les hôpitaux de Chine. Et ça, ils savent faire, hein. Et ils regardent la langue aussi, mais bon, et c'est bien parce qu'ils se servent des analyses de sang, ils se servent des radios. Et moi, j'étais surpris aussi, aujourd'hui encore, quand je suis à l'hôpital, je travaille, il y a un malade qui arrive, on dit, tiens, il faut faire une prise de sang et une radio. Le malade s'en va, et 2 heures après, au départ, j'étais surpris, parce que 2 heures après, il revenait avec son analyse de sang et sa radio. Alors que nous, quand on est chez notre médecin, ici, on a l'analyse de sang le lendemain, et la radio, peut-être on va le passer 2 jours après. Ils avaient ça instantanément, pratiquement, on va dire au bout d'1 heure, mais bien avant aussi. Et ça m'avait surpris parce que ils prenaient le pouls, la langue, et ils avaient le résultat de la radio et de la prise de sang. Ça, c'était très curieux, en tout cas, dans les hôpitaux à Pékin. Comment tu as pu vraiment, en fait, compris l'essentiel de la médecine chinoise? Parce que pour moi, tu vois, j'avais beaucoup travaillé dessus aussi. Je trouve que ce qui est difficile, pas genre, je connais tous les points et du coup, je sais comment soigner une personne. C'est comme s'il y a quelque chose qui dépasse un peu le mental. Il faut réussir à ressentir, on va dire, ressentir le qi, ressentir le shen, l'état d'esprit de la personne. Et tout ça, ça vient pas que des connaissances. Et comment toi, tu as eu ça? Ça a été facile pour moi, parce que justement, il fallait que je change complètement de logiciel par rapport à la France. Il fallait pas que je raisonne comme on raisonne en France. C'était interdit, ça, de raisonner comme ça. Moi, je me rappelle, la première fois, dans les choses comme ça, il y avait des espèces de croissants qui étaient vendus en bas de l'hôpital, et moi, j'en veux un de croissant. Donc, je dis, je veux un croissant avec le pouce levé comme ça. Un croissant. Donc, je vois qu'elle en met un, elle le pèse, elle en met un autre, elle le pèse. Je dis non, je veux un croissant. Il y en a mis 30 comme ça. Bon, c'est vrai, c'était pas cher. Tous les petits qui étaient dans le couloir étaient contents parce que je distribuais 30 croissants à 30 petits, donc. Et il y avait un interprète après que j'avais laissé dans le service, et je lui dis, écoute, je comprends pas. Mais comment tu as fait? Ben, il dit, comment on fait? Mais non, il me dit, ça c'est 10. Voilà. Et ça aussi, c'est un choc, parce que il fallait que je quitte cette référence. Parce que pour moi, ça c'est 1, en Chine, c'est 10. Donc, voilà. Bon, ça, c'était compliqué, mais c'était facile. Comme je dis, quand on se promenait dans les rues, ou même au resto, il fallait pas que je raisonne comme en France, quoi. Voilà. Parce que dans la rue, devant moi, même si je suis dans un sens, si moi, je suis dans le bon sens, et que ma rue est un sens interdit qui vient devant moi, il y avait toujours des vélos qui arrivaient devant moi. Et c'était ça. Et ça aussi, ça change l'esprit. Donc, au bout de peut-être 3 mois, 4 mois, j'avais compris un peu comment l'esprit de la médecine chinoise un petit peu, et j'avais compris ça. Et bien sûr, moi, ça fait un peu plus de 15 ans à temps complet que j'ai passé ici. Donc, effectivement, j'ai eu le temps de beaucoup de raisonnements. Par exemple, je me rappelle aussi, ce qu'on ne fait pas nous aussi, c'était de Ruxing, là, me faisait travailler sur 600 lits.
c'est-à-dire le 36 estomacs. Et voilà, je piquais bien sûr, mais il était toujours mécontent de mon aiguille. Toujours, tous les matins, il me faisait piquer ça sur... Le même point? Le seul point? Oui, il voulait que je travaille absolument sur le 36. Voilà. Il me dit, quand tu seras piqué le 36, tu seras piqué tous les deux. Tu piques. Bon, ouais. Moi, je pouvais piquer n'importe où et les aiguilles rentraient. Voilà, sur les points que j'avais fait. Mais lui, il voulait pas ça. Il me dit, tout le monde est capable de rentrer une aiguille dans la viande. Tu peux rentrer les aiguilles tant que tu veux partout. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est pour ça, c'est de saisir l'énergie. Saisir l'énergie. C'est le faut avoir ça. Il me dit, et surtout, il faut pas tourner l'aiguille. Parce que si tu tournes l'aiguille, le malade fera, et tout le monde dit, ça y est, vous avez l'énergie. Ça n'a rien à voir entre tourner une aiguille où on entoure des fibres de la viande, quoi, qui fait mal, et ça, c'est pas le chi. Ça, c'est de la douleur. Ça n'a rien à voir avec le chi du méridien. Donc, on me faisait rentrer l'aiguille, et là, il fallait que je touche l'aiguille et il fallait faire circuler le chi. Et j'ai fait des cours en France aussi pour montrer comment on faisait pour manipuler, ce qui est difficile. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, tous les matins, je faisais que ça. Donc il faut être courageux parce que maintenant, il n'y a personne qui va partir et pendant tout un matin piquer sous ta lit. Tu t'ennuyais à l'époque? Non, j'en ai eu marre, oui, parce que je me dis, mais tu perds ton temps. Et j'ai pleuré ce matin-là, je me rappelle, j'ai pleuré. Parce qu'il avait travaillé en 51, il avait travaillé à Alger. Et il avait quelques mots français. Et il me disait, toi, chef, ça monte, ça descend. Donc, ça monte, ça veut dire que du 36 œufs, il fallait que je fasse monter l'énergie dans la joue, où on envoyait du chi froid ou du chi chaud. De la chaleur à la hauteur. Il y avait la variation qu'on voyait dans la joue, et où je la faisais descendre. Voilà. Et moi, comme un petit, je piquais et je regardais le professeur. Je le regardais dans les yeux pour voir comment il appréciait ce que je faisais, si c'était bien ou pas bien. Et puis, chaque fois, il me dit... Non. Ah ouais, t'en as marre, quoi. Il venait toujours, il touchait à peine l'aiguille, il a redressé à peine, et là, bouh. Non, j'étais pas dans le point, j'étais pas dans le bon sens, j'étais pas dans le méridien. Un jour, j'ai vu son visage s'éclairer. Et ben, ok. Voilà. Et là, j'ai eu le chi, et j'ai fait monter, j'ai fait descendre le chi. Et tu as senti, toi, la différence toi-même? Je l'ai pas senti, quand son visage s'est éclairé, j'avais encore rien senti. Et je l'ai senti de suite. Lui, il a vu, moi, j'avais pas senti quoi, mais ça a été l'affaire de rien, quoi. Je vais même pas dire 3/10 de seconde, fait. Et c'était tellement important pour lui que, la semaine après, le samedi, et là, après, il avait une réunion politique, et il m'a dit, Marcel, je l'interprète. Et je te confie la salle de travail. C'était une pièce où il devait y avoir 24 personnes, quoi, 12 lits et 12 lits. Et donc le samedi matin, j'étais avec mon interprète et deux infirmières qui tenaient les aiguilles. Le plateau. Voilà. Et je recevais les malades et je les piquais. Enfin voilà. Il m'avait laissé responsable de la salle, ce qui me faisait pour moi quelque chose de très important. Oui, c'est moi qui piquais, c'est moi qui prenait le pouls. Donc là, j'avais appris à prendre le pouls aussi. Bon, c'était magique tout ça. Mais le soir, il y avait les infirmières et les aides infirmières qui affûtaient les aiguilles. On ne jetait pas les aiguilles. Enfin, du moins, on les affûtait. Alors, on les affûtait sur une pierre. Ah oui. Et on mettait l'aiguille dans du coton. Et on retirait comme ça l'aiguille du coton. Et s'il y avait une fibre de coton, c'est que encore le bout n'était pas pointu. Il y avait un petit crochet, comme un petit hameçon. Et on repassait ça, et tant qu'il y avait un petit bout de fibre de coton, il fallait encore affûter. Et après, mais on ne les affectait pas? Et ça, après avoir fait ça, c'était stérilisé. Bon, c'était comme ça. Ça, c'est comme quand j'ai fait du tuna, on m'avait donné un petit sac avec du riz à l'intérieur, et je devais faire comme ça, donc un mouvement comme ça, en gros, tout le monde, ceux qui en font du tuna ont compris. Et il fallait, on n'avait le droit de masser que lorsqu'on avait rendu le riz en poudre. Il fallait que dans le sac, quand on touchait le sac, il fallait pas sentir de graines de riz. Il fallait qu'il y ait que de la farine. Il fallait être courageux de faire ça. C'est la fin de cette première partie de l'entretien avec Marcel Coste. Nous espérons que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous faire votre retour quant à ce nouveau format. Dans le prochain épisode, nous continuerons donc cet entretien avec la deuxième partie.
dans laquelle Marcel nous racontera l'ouverture de son cabinet en France. 再见